c'est important de savoir pourquoi on fait les choses pour soi aussi. Mais on est tellement dans l'anti-ego des fois qu'on n'a juste pas envie de dire je. Bonjour à tous et bienvenue sur Quand je serai grande, le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur SoundCloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute. À partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment beaucoup. Le podcast Quand je serai grande est l'audio de l'arbreapalabre.fr. Dans cet épisode, j'engage la discussion avec Anaïs W. Anaïs W est une romancière qui a rencontré l'écriture il y a déjà quelques années. Une quête de sens, d'essence, qui la pousse à démissionner de sa thèse de recherche en biologie pour se lancer à corps perdu dans l'écriture. Elle a écrit 5 romans, rencontré plus de 10 000 lecteurs grâce à ses livres. Anaïs W est une romancière pleine d'optimisme qui aborde les sujets les plus sombres de la vie avec espoir, toujours. Allez, on l'écoute, c'est parti. Bonjour Anaïs. Bonjour Lydie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode 1 du podcast Quand je serai grande. On est au terminal de G de l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai réussi à choper Anaïs avant qu'elle ne prenne l'avion pour un grand voyage. Elle va nous raconter tout ça. Donc encore plus merci de me permettre de partager avec nous ce moment autour de l'écriture, de l'enfance et puis de la créativité. Et pour ce podcast 1, je t'expliquerai pourquoi ça me fait tout particulièrement chaud au cœur. C'est moi que ça fait aussi chaud au cœur que tu aies pris le temps de venir jusqu'ici alors que je suis entre 2 avions. Et voilà, je t'ai donné un micro-créneau et tu l'as saisi. Et vraiment, ça me touche aussi parce que tu fais du trajet, tu prends du temps sur ta vie de famille. Et... Ça, je pense que ça vaut le détour quand même. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a des opportunités assez dans la vie, des belles rencontres à faire. Donc moi aussi, je saisis ce moment avec toi. Merci. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, et puis pour qu'on soit tous des cas, parce qu'on s'est parlé un petit peu avec Anaïs tout à l'heure, mais pour que vous soyez aussi dans la confidence, Anaïs W, je l'ai rencontrée par le biais de Lucie Renard. D'ailleurs, si Lucie, elle m'entend, un gros bisou. Il y a de cela quelques années déjà, je crois que c'était 2016 ou 2017, je ne sais plus trop. Et c'est Lucie qui m'a parlé de ton livre L'espoir au corps ou Déboli, et il y avait, je ne sais plus lequel c'était au juste. Et en fait, elle a piqué à vif ma curiosité parce que elle n'arrêtait pas de faire des éloges sur Anaïs W. Elle me disait, tu lis ces livres, c'est vraiment super. Alors je me suis renseignée, et notamment via les réseaux et sur Internet, et j'ai découvert les sujets que tu abordais. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Comment une nana aussi lumineuse, quand on la voit, elle respire la douceur et la gentillesse, comment est-ce qu'elle peut aborder des sujets aussi émotionnellement prenants? C'est ça. Tu nous raconteras tout ça aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. Et au départ, je ne me sentais pas prête émotionnellement à lire ce que tu présentais. Enfin, tu abordes des thématiques comme la maltraitance, comme l'abandon, comme l'adolescence, mais le côté sombre de l'adolescence, le VIH. Le deuil. Le deuil, oui. Et puis, donc voilà, ce sont des sujets qui sont lourds et je pense qu'il faut être émotionnellement prêt à les accueillir. Et... Certainement, oui. Ouais. Je vais pas le nier. Ouais. Je n'ai jamais prétendu faire des comédies. Donc... Non, mais c'est vrai que le contraste, il était saisissant. Et je crois que c'est ça qui a piqué au vif ma curiosité, dans le bon sens du terme, et que j'ai envie de te suivre. Et donc, depuis ce temps-là, je te suis et j'aime beaucoup ce que tu écris, ce que tu partages au travers des réseaux, sur ton blog, etc. Et un jour, tu as sorti Suivre les vagues. Oui, en mai dernier. Ouais. Et là, je me suis dit, voilà, je vais franchir le pas et je vais lire Anaïs W et découvrir Anaïs W. Et je dois dire qu'on n'est pas déçus du voyage. Oui, alors c'est vrai que Suivre les vagues, c'est le premier roman qui est plus doux que les autres, c'est-à-dire il n'aborde pas un sujet de vie. Alors même si je ne choisis pas forcément les sujets, on va en parler, mais Suivre les vagues, je l'ai voulu plus doux déjà. Ouais. Et il n'aborde pas non plus des sujets de vie aussi frontaux que les précédents livres. Il a quelque chose de beaucoup plus ouvert sur l'avenir et sur la vie. Aussi peut-être parce que je le suis davantage également.
Donc je comprends que tu es plus charmée par celui-ci. Il peut aborder des cordes un peu sensibles, mais en tirant peut-être un peu moins fort dessus que les autres livres. C'est très doux et en même temps, les émotions que tu nous fais partager par le biais d'Eléa, qui est le personnage principal, sont des émotions qui sont fortes. Hein. Son histoire est douloureuse, mais ça n'empêche que la manière de raconter tout ça c'est très doux. C'est vrai que c'est très doux et du coup on est vraiment happé complètement par cette histoire et on a envie de découvrir complètement qui est Léa, parce qu'on se doute que derrière toute cette noirceur il se cache un joli soleil ou un joli paysage en tout cas. Et voilà, mais bon, avant on est déjà bien loin dans cette histoire. Recommençons par le commencement. On rembobine la machine. Et donc, c'est ça quand on est passionné. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, pour refaire l'histoire juste un peu, et puis pour qu'on apprenne tous à te connaître, Anaïs, tu me diras si ce que j'ai pu collecter comme information est juste, mais pour la refaire un peu vite fait, au départ, tu fais des études scientifiques, biologie. Oui. Tu pars à la fin de ton master de biologie aux États-Unis, une année où tu fais de la recherche. C'est ça. C'est ça. Tu reviens en France. Oui. Tu démarres une thèse sur le VIH. Notamment, oui. Et puis là, patatras. C'est le drame. Que s'est-il passé ? Le choc avec la vie. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai fait leur rencontre avec une culture totalement différente aussi. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains. Ils ont des bons côtés comme des mauvais. Et il y a ce côté très pragmatique, entrepreneurial, qui fait qu'en fait, on devient maître de son destin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant que j'étais là-bas. Donc moi, je sortais des études en France. On m'avait coucouné tout le temps de mes études. Et je suis arrivée aux États-Unis. On m'a donné les clés d'un laboratoire de recherche. On m'a dit, voilà, ça, c'est un nouveau projet. Tu fais tout ce que tu veux dedans. Je veux telle réponse à telle question. Moi, j'étais là, mais attendez, je sors de master. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez que je fasse. J'ai jamais géré un projet de A à Z. Donc pendant un an, j'ai appris à faire ça. Je me suis vraiment, j'ai gagné en confiance et j'ai découvert tout ce que j'étais capable de faire. Et quand je suis revenue en France pour ma thèse, on m'a dit, je reprends les clés. Et on m'a parlé comme si je sortais de lycée. Et là, j'ai fait, non, mais c'est pas possible en fait. Et je me suis sentie bridée et extrêmement frustrée. Comme ça se passait très mal, mon conjoint aussi qui m'aide et qui me soutient beaucoup dans toutes mes démarches d'entrepreneur, parce qu'il est lui-même dans cette optique, a commencé à me dire, mais pourquoi tu ne publierais pas le livre que tu viens de terminer d'écrire, donc Au-delà des tours. Et à partir de là, en effet, l'idée de commencer à travailler sur ma passion et éventuellement vivre de ma passion à terme a commencé à naître. Donc, j'ai démissionné de ma thèse quelques mois après la sortie de mon premier roman en auto-édition. J'ai trouvé un job alimentaire le temps de nous retourner par rapport à différents projets personnels. Et ensuite, en 2016, je me suis lancée à temps plein. Mais ça veut dire que, comme ça, du jour au lendemain, tu t'es dit, j'arrête tout pour ma passion, puisque vraisemblablement l'écriture, c'est une passion. Et ça, c'était dû au fait que tu considérais que ton indépendance était trop bridée. Comment est-ce que ce déclic qui s'est réellement opéré ? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu quittes la sécurité d'un job, la sécurité d'une carrière bien lancée, quoi, et de tout le prestige qu'il peut avoir autour de ce type de carrière, pour l'inconnu qui est celle de l'écriture? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à mon conjoint. Donc voilà, j'ai un conjoint qui est, c'est un monsieur très spécial, donc il pense beaucoup en avant et il anticipe énormément de choses. Donc j'ai une confiance complètement aveugle en lui. Donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble, c'est pas, je me suis pas jetée dans les bras du premier inconnu non plus. Donc lui, il avait confiance en moi, il avait confiance en nous et en les projets qu'on souhaitait monter. On a vraiment toujours eu un parcours de vie similaire, des envies similaires. Donc quand il m'a dit que c'était possible d'arrêter de travailler et de commencer à générer des revenus par nous-mêmes, voilà, tu as eu complètement confiance et tu t'es dit... J'ai eu complètement confiance. Je me suis dit, tant qu'il panique pas, je panique pas. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Voilà. Et t'as sauté sans filet. J'ai sauté sans filet. Alors, les peurs commencent à venir 3 ans c'est après. Ça, justement, parce que je me suis dit, et la peur dans tout ça, comment est-ce que tu l'as apprivoisée? Alors moi, j'avoue que je suis assez... je peux être une fille relativement passive dans un certain sens. Moi, on me dit, écoute, là, on arrête de travailler, tu vas écrire tes livres, tu vas faire de l'auto-édition. Ok, cool. Ok, très bien, je fais, et puis voilà. Et puis forcément, mais c'est aussi parce que c'est la personne que j'étais il y a 3 ans et demi, quand je me suis lancée. Et
Et aujourd'hui, ma personne est un petit peu différente. Je suis plus indépendante de mon conjoint, je suis beaucoup plus autonome dans plein de choses. Et les peurs s'éveillent du coup. Parce que là, je commence à prendre mes projets à bras le corps. Mon conjoint se retire doucement. Voilà, il me laisse de plus en plus les rênes. Non qu'il les ait pris, mais moi, j'allais toujours vers lui en lui demandant tout ça. Bref, on va pas faire une psychologie de couple. Mais grosso modo, voilà. Donc en fait, je n'ai pas eu de peur vraiment concrète au départ. Moi, je faisais juste ce que j'aimais faire. J'étais en totale déprime dans le boulot dans lequel j'étais, donc ça me semblait un chemin plutôt logique. Voilà. Maintenant, ensuite, au bout de 3 ans et demi, je me suis épanouie, j'ai développé des nouveaux projets, j'ai vu les retours des lecteurs, j'ai vu ce qu'il était possible de faire. Et j'ai de plus en plus envie. Et je pense que justement, c'est cette niaque qui commence à arriver, qui crée aussi des tensions. Parce que plus on a envie et plus la frustration est forte quand ça n'arrive pas. Exactement. Voilà. Et puis, est-ce que tu as aussi pris confiance en ton écriture ? Oui. Alors, l'écriture, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai forcément eu des critiques, mais ça a toujours été relativement inné. Et dès le départ, les gens m'ont signalé, en fait, ces émotions que je véhiculais, ce message que je véhiculais un petit peu d'espoir, on trouve au fond de nous les ressources. Vraiment, au début, moi, je n'en avais pas conscience. Maintenant, c'est quelque chose que je réalise. On va en parler aussi par rapport au parcours que j'ai vécu dans l'enfance jusqu'à maintenant. Je réalise vraiment... que ça a une logique, tout ça. Et justement, pour parler de cette logique, est-ce que tu peux dire que tu es l'adulte que tu rêvais d'être enfant ? Alors, je peux pas dire ça, non. Pour plusieurs raisons. Quand j'étais enfant, je rêvais pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut paraître très brutal, mais en fait, j'ai toujours eu, et encore aujourd'hui, beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. Donc quand j'étais enfant, en fait moi je pense que la question professionnelle ne s'est pas posée avant la 3e. On m'a dit il faut que tu ailles au lycée, choisis. Bah non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je choisisse ? Et encore pire quand on m'a dit choisis quelle terminale tu veux faire. Non, enfin première du coup, quelle section tu veux faire. Donc je me suis très difficilement projetée dans l'avenir quand j'étais petite. J'avais pas de rêve particulier, je me suis pas dit quand j'ai commencé à écrire à 12 ans que j'allais devenir écrivain. Oui, tu as quand même commencé à écrire à 12 ans. Oui, j'ai commencé à écrire à 12 ans. Et d'ailleurs des histoires comme celles que tu lis aujourd'hui, donc avec des personnages qui commencent très mal et qui vont finir par s'en sortir. Mais voilà, j'avais pas cette ambition. À 12 ans, j'écrivais pour moi, je faisais un petit peu les choses comme je les ai faites au début avec mon conjoint, c'est-à-dire je me laissais guider par le flow, par ce qui s'imposait à moi, les obstacles sur mon trajet, etc. Donc voilà. Et c'est tout en fait. Donc je n'avais pas de rêve particulier. Tu n'avais pas de rêve particulier. Et à quel moment alors, dans ces cas-là, à quel moment tu t'es dit parce que tu as commencé à bon là les aléas d'être en aéroport, vous pouvez écouter les bandes annonces. Voilà, c'est le moment pub. Si jamais vous trouvez un bagage abandonné, vous nous prévenez. Parfait. Donc, quelle était ta question ? J'en ai perdu le fil de ma question, mais l'idée c'était comment est-ce que, à partir de quand tu as clairement eu, est-ce que tu te souviens de quand tu as clairement eu envie d'écrire et que tu t'es dit peut-être qu'un jour tu écrirais un livre ? Parce que je crois quand même que, toujours si mes recherches sont correctes, que à 16 ans, ton père il t'a offert les services d'une graphiste pour mettre en forme et donner vie en quelque sorte à ton premier roman qui s'appelait Rébellion au départ et qui est devenu aujourd'hui Au-delà des tours. Raconte-nous un peu. Alors c'est vrai que même à ce moment-là, voilà, Au-delà des tours, donc ça a été l'un des premiers romans que j'ai achevé, qui s'appelait Rébellion à l'époque, forcément qui a été réécrit parce que si je l'avais laissé à la version ado, on ne serait pas couché. Donc en effet, mon père a concrétisé pour mon 16e anniversaire, il m'a offert 50 exemplaires de ce livre, voilà, il les avait imprimés, demandé à une graphiste de faire une couverture, etc. C'était très touchant, mais là encore, j'ai pas un souvenir fort où je me suis dit c'est génial, je vais écrire toutes des histoires et je veux toutes qu'elles finissent au format papier et je veux qu'elles soient lues par le plus grand nombre. Voilà, j'avais envoyé une copie de ce livre à Flammarion notamment, mais voilà, il m'avait juste dit qu'il y avait encore du travail à faire, bien sûr, ce qui me semble tout à fait logique aujourd'hui. En fait, ce que je comprends en fait aujourd'hui, vraiment, c'est quand en 3e, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens. C'est hyper vague pour moi déjà qui était complètement perdue dans l'avenir et la vie. Alors, aider les gens, oui. Comment ? Pourquoi ? Aucune idée. Mais je me suis toujours dit, il y a tellement de choses qui me révoltent en fait dans la vie, la souffrance des gens, de les savoir perdus, de la souffrance de mes propres parents, des choses que j'avais vécues dans mon enfance. Je me suis dit, je veux aider des gens. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais devenir psychologue. Ça ne me tentait pas beaucoup non plus, quoi. Et en fait, aujourd'hui, après, c'est vrai, quand tu m'as contactée, je me dis, il y a toujours une synchronicité dans la vie. Je suis en train de renouer avec cette idée qu'en fait, mes romans portent son message
qui a pour but d'aider. En fait, je le mets pas tout le temps en avant parce que je veux aussi que ce soit pris comme un bon moment de lecture. Mais il y a toujours un message subliminal qui a pour but d'aider les gens, de les encourager à réfléchir sur eux ou de réappréhender la vision qu'ils ont de la vie et des autres. Et je commence aujourd'hui à prendre à bras le corps cette idée-là, en fait. Ouais, ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, à cette citation de Renard qui dit au plus profond de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. C'était, je dis Renard, non, c'est Lucie, oui, qui avec son livre oui, peut-être, oui. Un invincible été m'a fait penser à ça, mais cette citation, elle est de Camus. Ouais, elle est de Camus, je crois. Ok. Je crois. Ouais, alors si je reprends la citation... Et en fait, c'est ça, c'est l'espoir toujours. L'espoir, et de ce que tu me partages là, c'est toute cette confiance absolue en la vie, finalement. Et moi, je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Et j'ai commencé à l'avoir cette année, en fait. Là, tu vois, j'ai pas encore l'invincible été, mais j'ai les rayons de soleil qui arrivent. Ouais. Alors non, que chez moi, tout est noir et tout ça. Mais comme tout le monde, voilà, je me débat avec des choses. Voilà, mes lecteurs, quand ils me suivent par email, ou même les auteurs qui me suivent aussi sur mon autre blog, le savent. Des fois, j'envoie un message, j'en dis, j'ai pas envie. Là, c'est pas le moment, ça va pas. Merci, au revoir. Voilà, je peux être très franche aussi comme ça. Je me cache pas. Comme tout le monde, des hauts, des bas, et il n'y a pas de raison de cacher les bas. Et Suivre les vagues est aussi là pour parler de ce type de choses. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je commence à accepter le soleil, et j'ai beaucoup lutté dans l'idée de ne pas réussir à avoir confiance en la vie. Pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons psychologiques, je ne pense pas que ce soit un podcast de psychologie. Mais... Si, on peut quand même, allez, vas-y, on veut comprendre. Sauf si t'as pas, bien sûr. Si t'as pas non, ça me dérange pas, je vais juste essayer de faire court. Mais on a 3 heures. Tout va bien, vous avez 4 heures. Je pense qu'en fait, juste déjà, je me suis jamais projetée. Et tout était tellement mouvant dans mon enfance. J'étais toujours un peu ballottée à gauche et à droite, voilà, des histoires de famille comme toujours. Toujours eu l'impression que j'avais pas le choix. Ouais. Et en fait, du coup, quand on se sent pas le choix, on se sent pas légitime non plus, et on se sent pas le droit de choisir. Et en fait, soi. Comme tu disais, comme tu disais tout à l'heure avec ton père, la relation que tu avais avec ton père, et puis celle que tu as peut-être avec ton conjoint, te laisser porter par eux, c'est un peu ça aussi. Oui, bien sûr, nous continuons à me laisser bercer par la vie. Ouais. Mais sauf que je suis de plus en plus, parce que je fais du développement personnel, un peu comme Eléa, je suis de plus en plus lucide sur moi, et puis j'ai un conjoint qui me tanne tous les jours pour que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire, etc. Donc je m'éveille doucement en fait à ce que je veux vraiment, et plus je m'éveille... Tu t'éclos. Voilà, je m'éclôt, plus je prends les murs fortement en fait. À chaque fois que je me détourne de ce que je suis destinée à faire, en quelque sorte, je prends des murs. Voilà. Et les murs, ils sont de plus en plus rapprochés. Et à un moment, je vais finir par passer à travers. Et c'est ce qui est en train de se passer doucement, mais sûrement, en fait. Je commence à accepter la vie telle qu'elle est. J'ai accepté mon passé, ça, j'ai fait la paix avec tout ça. Et maintenant, il faut que je me réconcilie avec l'avenir. Et c'est le voyage aux États-Unis, là, que je vais entreprendre pendant 5 semaines. Je voulais finir d'écrire le tome 2 de Suivre les vagues pour pouvoir destiner ce voyage au moment où on est en voiture, on flâne, etc., pour réfléchir à tout ça en fait et redonner vraiment un sens profond à tout ce que je suis en train de faire. Ouais, poser un peu les cartes et puis voir et puis décider en conscience. Tout à fait. Laisser porter. Tout à fait. Donc je suis en train de je vais certainement prendre des décisions relativement radicales à la rentrée, notamment peut-être arrêter de m'occuper du blog que je dédie aux auteurs pour me dédier plus à l'écriture et à comment faire passer ce message au plus grand nombre. Aider les autres. En tout cas, on ressent à travers ton écriture, comment te dire, une fragilité, mais en même temps une force incroyable. Et je pense que c'est ce cheminement, peut-être, tu me le diras, mais je pense que c'est ce cheminement que tu entreprends et qui s'affirme en fait de plus en plus. Alors, j'ai pas le recul nécessaire, je voudrais pas faire de la psychologie de comptoir non plus, c'est pas le propos comme tu disais, mais on ressent effectivement ça dans l'écriture, de suivre les vagues en tout cas. Oui. Est-ce que tu as eu des retours dans ce sens de lecteurs ? Alors, de suivre les vagues, oui, mais aussi des précédents romans. Y a une chose très forte que j'ai réalisée, notamment après la publication d'Espoir au corps en 2017. Quand mon conjoint m'a dit, très bien, ton message, ce serait par exemple de véhiculer de l'espoir. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que c'est important ? Et moi, je dis, c'est important pour les gens, c'est bien que les gens aient de l'espoir, etc. Non, pourquoi c'est important pour toi ? Parce qu'on s'oublie tout le temps un petit peu. C'est important de savoir pourquoi on fait les choses pour soi aussi. Mais on est tellement dans l'anti-égo des fois qu'on n'a juste pas envie de dire je. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, initialement, j'écris pour me donner mon propre espoir. Voilà. J'ai besoin, à travers le cheminement de mes personnages et les difficultés qu'ils affrontent, de me rendre compte, en fait,
que je suis aussi capable en fait. Ouais, non, mais carrément. Tu sais, je lisais, je sais plus. Alors, j'ai un gros souci avec les noms. C'est pas Alors, grave, moi aussi. je retiens le fond, mais pas la forme. C'est moche de dire ça. Mais je sais plus quel livre j'ai lu sur quel auteur qui disait en fait que, je crois que c'était Stephen King, mais je suis pas sûre. Et en gros, il disait que il écrit des livres qu'il aurait aimé lire. En fait, que pour lui l'écriture est très égoïste au départ, après il s'en détache, très certainement, etc. oui. Mais au départ, l'écriture a ce côté qui est très égoïste dans le sens où on écrit ce qu'on aimerait lire, quoi, finalement. C'est tu ça. me confirmes ça? Oui, moi c'est un peu comme ça que je le ressens aussi. Hein. Déjà, je lis que ce que j'aime écrire aussi. C'est-à-dire que plus j'écris et plus je suis chiante à travers mes lectures. J'ai beaucoup de mal à trouver des livres qui me plaisent, etc. Parce que je pense que j'ai besoin qu'ils me portent autant que ce que j'écris, quelque part. C'est très personnel. Et pour revenir à ces... Donc tu disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'avais pas de rêve, je me laissais porter par le courant. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu considères que tu as très vite été grande et que tu n'as pas réellement eu de rêve d'enfant? Alors après, peut-être que j'en ai eu, hein, mais j'en ai vraiment pas de souvenir particulier. Voilà, comme certains disent, je disais que je voulais être médecin et j'ai fait des études de médecine et je suis allée jusqu'au bout. Non, moi, tout ça me parle pas du tout. Et voilà, pour les souvenirs que j'ai concrets de l'adolescence, j'étais toujours aussi larguée. Donc, à mon avis, je l'ai été depuis le départ. Alors, est-ce que j'ai été grande tôt? Je pense pas. Je pense qu'on est grand le jour où on saisit sa vie. Donc, je pense que je deviens grande maintenant. Et c'est pour ça, tu vois, tu fais le parallèle. Tu vois, j'ai même plus besoin de faire les questions, c'est incroyable. Tu fais le parallèle avec cette remarque qui pourrait être faite sur le quand je serai grande serait avec un S et non pas sans S, puisque le serait avec un S c'est du conditionnel, alors que le sans S c'est au futur, parce qu'on ne l'est pas toujours, et parce qu'on n'est pas sûr de le devenir un jour. Et parce que certains sont bloqués dans l'enfance, d'autres n'en ont pas eu, et d'autres... et voilà. On grandit tout le temps. Voilà. Et je trouve que dire qu'on sera grand et l'affirmer pleinement, c'est avoir une réelle confiance en la vie, mais on n'a pas tous cette chance d'avoir une réelle confiance en la vie. Et quand je serai grande, c'est au conditionnel. Il y a tellement de conditions qui font qu'on grandit ou pas. Et qu'on se sent grand. Et qu'on se sent grand, complètement. Et donc, c'est quoi pour toi la vision, c'est quoi pour toi la définition d'être grand? Tu disais s'accepter, s'accepter, le revendiquer presque. Aussi, un petit peu, oui. En fait, c'est un petit peu comme si on imagine deux postures. Moi, c'est un peu l'image que j'ai de mon enfance aussi, de la personne que j'étais avant. C'est un petit peu ce côté un peu rétracté sur soi-même, tu sais, un petit peu replié sur soi, qui hésite, qui regarde un peu par en bas, qui est là, je sais pas quelle sauce je vais te manger là, donc je vais pas y aller, assez méfiante. Et quand je me sens grande, c'est au moment où je me redresse et je regarde la vie, je me dis ok, je vais y aller. Pas de souci, j'y vais. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Et je me sens encore plus grande quand je m'imagine en fait faire des choses qui sont plus grandes que moi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est assez fort que j'essaie de me projeter énormément là-dedans. C'est on ne s'épanouit que quand justement on pense à des choses plus grandes que soi. C'est-à-dire, si on pense qu'à soi, c'est-à-dire son petit confort, sa maison... faire son petit voyage, son petit machin, toutes ces choses-là. Finalement, on tourne un peu en rond, comme des chiens en cage, bouffés par la société de consommation, toutes ces choses-là. Et le jour où on est parti par un projet qui est plus grand, eh bien, on se transforme, en fait. C'est un peu comme transcender cette humanité, la place que l'on a ici, en fait. Qui me venait. On se transcende. On se transcende. Et je pense que l'on grandit le jour où on prend conscience de ça, en fait. Qu'on est peut-être quelque part sur cette terre, que l'on peut, en effet, s'insérer dans la société telle qu'elle nous demande d'être, mais qu'on peut aussi visualiser chacun de nos actes comme un moyen d'être plus que juste nous, en fait. C'est rigolo que tu parles de ça, parce que moi, quand j'étais petite, alors j'ai toujours eu 300 millions de rêves. Vas-y. Et en fait, l'idée, c'est de tous les accomplir. Super, super. Okay. Je ne sais pas si une vie va suffire. Et je me disais, quand j'étais face à moi-même, que c'était pas possible qu'on soit sur Terre juste pour consommer, juste pour avoir une baraque, des enfants, enfin une vie bien rangée. C'était pas possible. Pour moi, on avait chacun une mission à accomplir, tu vois. Pendant cette parenthèse où j'évoquais avec toi tout à l'heure que j'ai travaillé et puis j'ai perdu un peu le sens réel profond de la vie, j'avais un peu oublié ça. Et ça m'est revenu, tu sais, cette naïveté aussi de quand on est petit, de dire mais mince quand même, on peut pas être sur Terre juste pour vivre, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et ça rejoint un peu, tu vois, ça m'a fait penser à ce que tu es en train de dire, qui est que je crois aussi, je partage complètement ce que tu dis là, qui est de dire que on a tous, je pense,
à trouver notre mission en fait. C'est un peu étrange de dire mais ça oui, comme ça. Ça m'a fait peur pendant longtemps, cette notion de mission, parce que moi, c'est pas la première année que j'en entends parler, mais on me dit, mais trouve ta mission, trouve l'objectif que tu veux atteindre dans la vie, quand tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu vas avoir accompli. Carrément. Mais moi qui crois pas en l'avenir et qui suis qui une barrière totale au-delà de 6 mois. Mais pourquoi ça devient d'où ça? Je sais pas, tu sais, les conditionnements d'enfants, les choses comme ça. Et donc il y a des fois, voilà, j'ai de plus en plus confiance. Il y a encore des fois où je panique, je me dis oh là là, je veux plus rien savoir. Mais aussi parce que j'avais l'impression qu'une mission, ça devait être quelque chose comme un peu se transformer en super-héros. Je me dis non, mais je veux pas être un super-héros. En fait, ce que je ne voulais pas, c'était la responsabilité. J'avais ce mot à la bouche pendant tout un mois. Je me dis je veux pas, c'est trop de responsabilité. Mais en fait, mon conjoint, qui est très psychologue, m'a dit mais non, mais en fait, tu n'es pas obligé d'avoir une responsabilité. Tu es toi, tu écris, c'est ce que tu fais de mieux. Fais-le. Il n'y a pas besoin de tortiller des fesses en quelque sorte, quoi. Si c'est ça, si c'est comme ça, voilà, si c'est comme ça que tu vibres et si c'est comme ça que tu partages ce que tu as partagé, ta seule et unique mission, c'est de faire connaître tes livres. S'il faut que tu les fasses tous gratuits, ce sera comme ça. Voilà. Ni plus ni moins en fait. Et ça, je l'ai entendu, donc forcément, sur le coup, j'ai fait l'autruche, j'ai mis la tête dans le sable, j'ai fait ok, je vais écrire le tome 2. On sait bien faire ça. Je vais écrire le tome 2 de Suivre les vagues, allez, salut. Et étonnamment, maintenant que je suis à 2 doigts de partir en voyage, je me sens prête à affronter cette question. Et je me dis, je m'imagine bien partir une journée à Paris, aller foutre des coups de pied dans les portes des éditeurs, en disant, bon, allez, là, ce livre-là, il faut le publier, il y a un message de dingue, je veux que tous les gens soient au courant. Je sais pas, je commence à me sentir prête à faire des choses un petit peu. Tu te sentais pas légitime avant pour le faire? Alors, je dirais pas que j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est plus une question de confiance. Se dire que j'avais peur d'être écrasée par un poids, en fait, plus qu'autre chose. La question de la responsabilité, tout vraiment, de me dire, ok, mais si je dis, je sais pas, demain je veux être médecin. Mais comment je vais savoir si je vais y arriver? Vous êtes fous là, je sais pas, il te faut d'abord le contrat signé avec mais oui, voilà, de pas savoir. En fait, c'est aussi ça, cette peur de l'avenir. Pas savoir. Et pourtant, tu as quand même franchi le pas. Tu en es à ton 5e roman. Oui. Donc ça veut dire quand même que tu t'acclimates bien à l'incertitude. C'est-à-dire mais que bien sûr. Parce qu'il y a énormément de personnes, je le vois notamment au travers des ateliers d'écriture que j'anime, qui ont envie d'écrire, qui commencent à écrire, et puis qui laissent tomber l'écriture, et puis qui reviennent, et puis qui repartent, et puis qui disent « Ah ben non, j'y arriverai jamais, ah ben non, mon histoire, elle mérite pas d'être connue. » Toi, malgré tout ça, à chaque fois, tu vas au bout, quoi. Tu mets à chaque fois le point final. Et d'où te vient cette force-là? Qu'est-ce qui fait que, vaille que vaille, comme je disais, vaille que vaille, tu vas jusqu'au bout du projet? Alors maintenant, ça me semble logique, mais avant, ça l'était pas. Enfin, pendant des années, de 12 ans à 27, j'ai écrit sans jamais rien terminer. Et c'est justement Steven qui m'a dit... Enfin, je lui ai dit, j'ai une super nouvelle idée d'histoire. Il me dit, t'es casse-pied, je peux en lire aucune parce que tu les finis pas. Et je sais pas pourquoi, la mouche m'a piqué. J'ai fait très bien, tu veux que je finisse. C'est comme ça que tu le prends. Voilà. Alors, j'ai dit à mon conjoint récemment, mais tu crois que j'ai toujours besoin d'être mise au défi en fait pour faire quelque chose? Il me fait, non, t'as juste besoin qu'on te dise ce que tu dois faire. Et on revient à cette notion de je me laisse porter par le flot, j'ai besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Et forcément, après, une fois que j'ai décidé de publier mes livres, ça me semblait logique de continuer à en écrire et à en finir. Donc, j'ai pas de difficulté à mettre de point final à mes histoires. Et est-ce que tu penses que le plus dur, ça a été le premier, justement, et qu'après, c'est beaucoup plus fluide? Ou à chaque fois, c'est un recommencement? Non, à chaque fois, c'est un recommencement parce qu'on est une personne différente à chaque lancement. Chaque livre a son propre histoire, son propre vécu émotionnel par rapport à l'écriture aussi. Donc, puis à chaque fois, on apprend quelque chose. Voilà, Juste Puni n'a pas été un lancement rocambolesque. Je me suis dit, bon, c'est la faute au livre, il est trop noir. Et moi, j'allais pas très bien. Je me suis dit, bon, tout ça, c'est de la faute au livre et à plein de choses. Et Suivre les vagues, j'ai refait pareil. Enfin, je me suis un peu auto-sabotée, je me suis tirée dans le pied parce que voilà, je n'étais pas alignée avec ce que je voulais vraiment. Et forcément, là encore, j'ai pris une claque et je me suis dit, bon, très bien, mon livre, il est génial, tout le monde l'adore, mais j'ai encore pas fait ce qu'il fallait, quoi. Tu sens encore qu'il y a des choses qu'il faut gratter encore. Mais oui, voilà. Mais tu vois, même cette phrase, ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est clair. Qui décide de ce qu'il faut, quoi? Soi, souvent. Tu vois, on est mauvais juge vis-à-vis de soi-même. Mais bien sûr. C'est terrible ça. On nous dit il faut être top 1 d'Amazon, il faut être édité. Mais c'est là qu'on se rend compte du conditionnement involontaire de la société dans laquelle on est, où on réalise qu'on agit beaucoup par automatisme sur tout un tas de sujets. C'est vrai. Et pour l'édition, c'est aussi le cas. Je le vois souvent et j'essaye à ma petite échelle de combattre un peu
ces clichés ou ces a priori qui sont de dire quand on est édité, quand on veut écrire, il faut forcément être édité. La mauvaise image que peut avoir parfois l'auto-édition, même si c'est en train de changer, hein, clairement. Et puis ces auteurs qui essaient toujours, tu vois, de confronter littérature et roman feel-good et ceci. Enfin, tu vois, des fois je me dis, est-ce qu'on peut pas juste faire ce qu'on a envie de faire et arrêter de se comparer comme ça tout le temps, juste pour se rassurer peut-être soi-même aussi parfois. En même temps, on est tous humains, quoi. Mais je trouve que dans l'édition, c'est très prégnant, tu vois, cette compétition. Tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que le seul moyen d'en sortir, c'est de savoir pourquoi on le fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est l'un des premiers messages que j'envoie aux auteurs qui s'inscrivent à mon blog sur l'auto-édition, Vivre de ses romans. Et le premier message, c'est: est-ce que vous savez pourquoi? Et je leur demande: est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous écrivez? Pourquoi est-ce que vous voulez publier? Si vous le faites pour l'argent, si vous le faites pour la gloire. Oui, il y a des gens qui chantent. Il y a une chorale. Je sais pas d'où ils sont, mais on les voit même pas et c'est terrible. Là, on entend juste la musique. Donc voilà, vous profitez en live d'une chorale à Roissy Charlemagne. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Tu parlais, du coup j'ai perdu le fil aussi. On parlait de la compétition entre auteurs et de ton blog où tu disais. Ah oui, voilà, le pourquoi. Tout à fait. Donc je disais qu'il faut trouver le pourquoi. Si on noue pas quelque chose d'intime par rapport à l'écriture et à la promotion, on se perd en fait dans des stratégies marketing de il faut. Et à la fin, on prend un mur parce que ça ne nous correspond pas. Et puis c'est ça qui donne aussi l'énergie du après. C'est-à-dire que quand on a clairement identifié le pourquoi et qu'on a été authentique et honnête aussi vis-à-vis de soi-même, je pense qu'après l'énergie, on l'a pour ensuite prendre son bâton de pèlerin et puis aller de séance de dédicace en séance de dédicace, d'aller frapper à toutes les portes en disant regardez mon livre, il est beau, le message, etc. Je pense que c'est ça aussi qui donne l'énergie et qui fait qu'on ne s'épuise pas, quoi. Oui, affronter toutes les difficultés aussi. Et c'est pour ça que je me dis, je suis en train certainement d'assumer maintenant, justement, avec les responsabilités que ça demande, ce pourquoi, de trouver un sens et que je sens cette énergie qui monte. Alors, je ne suis pas à l'abri d'un mur ou d'encore un virage à 300 degrés. Ah non, mais il faut avoir confiance, Et confiance, mon enfant. Voilà, ouh là là. Mais oui, voilà, j'y travaille, très durement, pour grandir, toujours. J'ai vu sur ton blog, je crois, tu partageais cette phrase que j'ai trouvée très chouette et j'aimerais que tu nous en dises un mot. C'est: la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Elle veut dire quoi pour toi, cette phrase? C'est pas moi qui l'ai inventée. Non, on est d'accord, c'est une citation, je sais plus de qui. Mais qui résonnait en toi tout particulièrement. Oui, cette notion de... Justement, je me suis toujours un peu laissée porter. Et c'est dommage. Parce que... Alors, instant pub. Instant pub. Continue, c'est pas grave. Donc... en fait, voilà, je me suis toujours laissée porter par plein de choses. Et au fur et à mesure, je me suis perdue. Comme Eléa dans Suivre les vagues, je me suis laissée dériver. Et voilà, je pense que prendre des décisions, c'est ce qui nous amène ultimement à créer cet avenir. Et l'avenir, c'est des multitudes de portes, et qu'il faut qu'on accepte d'en choisir une et d'éliminer tous les autres choix, et de se dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Et ça, c'est très dur. Mais voilà, je pense vraiment qu'on crée notre avenir. Sinon, on peut très bien... j'ai rien contre les gens qui finissent au PMU, mais on peut très bien aussi finir au PMU, boire des coups toute la journée, et rien créer quelque part. Et ne pas oser, parce que des fois, il y a tellement de portes qu'on se dit, comme je ne sais pas laquelle choisir, je vais en choisir aucune. Oui, et on reste là. Ouais, exactement. Mais finalement, est-ce qu'on est heureux? Il y en a qui sont heureux aussi dans l'association, je dis pas le contraire. Chacun voit midi à sa porte, hein. C'est une question de cheminement personnel, quoi. Donc en effet, voilà, je pense que... Et c'est marrant que cette citation, parce que c'est pas la première fois, c'est pas très récent, quoi. Et même le mot avenir, pour moi, était quelque chose d'extrêmement anxiogène, on va dire ça comme ça. Et ouais, mais je pense qu'elle résonnait, elle me disait un petit peu ce que je devais faire, en fait. Prends des décisions, assume, sois responsable. Ouvre cette porte et fonce derrière, voir ce qui se cache. Écoute, je te souhaite de trouver un joli soleil derrière cette porte. Un invincible été. Ouais, un invincible été, oui, comme disait Camus. Parce que j'en suis sûre maintenant, c'est Camus. Et, on va bientôt arriver à la fin de ce temps de partage, mais je voulais avant que tu nous racontes un peu ce qui te nourrit, toi, au quotidien. Tu l'as déjà abordé tout au long de cet échange, mais qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui pas nourrit ton âme d'enfant? Parce que pour le coup, tu nous as dit que voilà, l'enfance s'est passée tranquillement, tu t'es laissé porter par les flots, mais qu'est-ce qui nourrit celle que tu es aujourd'hui?
C'est une question difficile, Lydie. J'aime bien le Tu me mets une colle là. Qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? La quête. Je dirais vraiment la quête de soi. Ce qui me nourrit, ce qui nourrit le message que je veux faire passer, c'est apprendre à me connaître et apprendre à connaître ce monde. Pour l'instant, je suis plus dans l'introspection très profonde, d'essayer de renouer avec le sens, pourquoi je suis là, quelle est ma place et qu'est-ce que je peux partager pendant que j'ai ce temps sur cette terre. Et après, voilà, j'essaye de l'extérioriser via l'écriture. Peut-être que je trouverai d'autres moyens. Quand je m'imagine dans 5 ans, je m'imagine faire des conférences, je m'imagine faire plein de choses. Voilà. J'ose aller un petit peu plus loin. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce qui me nourrit, c'est vraiment cette quête de soi. Essayer d'appréhender mes émotions, essayer d'être à l'écoute. Voilà, j'ai fait ma retraite Vipassana, de méditation, toutes ces choses-là qui m'ont beaucoup inspirée. Voilà, quand j'ai des périodes de fort stress, j'arrive à me recentrer sur « Ok, c'est maintenant, ça va passer ». Et toutes ces choses que j'apprends sur moi sont là aussi pour inspirer les autres ensuite. Ouais, donc la quête, vraiment la quête, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce monde. Et je souhaite aussi apprendre du coup à connaître plus l'humain, mais les autres, pas que moi, pour pouvoir ensuite en aider davantage. Tout à fait. Ouais, non, je trouve que ça résume très bien la teneur de ce podcast et de ce que j'ai envie aussi de partager au travers de ce podcast, c'est apprendre à se connaître et ne pas avoir peur de ce qui se cache derrière la porte finalement. Oui, de l'avenir, ni de celle du passé. Hein, parce que oser ouvrir cette satanée porte, quoi. C'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'encourage tout le monde à faire ce pas de côté, de prendre du recul sur toute situation difficile, voire même très heureuse. Qu'est-ce qui provoque ce bonheur? Qu'est-ce qui provoque ce malheur? Et qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et c'est ça que je souhaite apprendre davantage pour moi et partager davantage, c'est que dans chaque souffrance, il y a un sens. Et que c'est une fois qu'on a trouvé ce sens qu'on peut les surmonter, en fait. Voilà. Super, très bien. C'est un joli mot de fin. Merci. Pour les personnes qui souhaitent te suivre et suivre ton actu, tu les renvoies où? Alors, il y a mon blog, anaïsw.com, où ils peuvent me découvrir mes romans. J'ai une boutique en ligne pour les envoyer dédicacés, toutes ces choses-là. Ensuite, mes livres sont disponibles à différents endroits. Et ensuite, pour communiquer avec moi, suivre mon actualité, j'ai une page Facebook essentiellement et un compte Instagram. J'ai un peu mis de côté Twitter aussi pour commencer à réorienter davantage là où je me sens bien. Donc Facebook, Anaïs W romancière, voilà. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, ça a été un plaisir. Merci, partagez le plaisir. Oui. Merci aux auditeurs aussi. Ouais, bah oui, et à bientôt. À bientôt.